Parfois, on peut se dire, bon, rechercher les personnes, d'accord, mais dans quel but? Pour pouvoir résoudre l'énigme, cette énigme qui consiste à retrouver les héritiers de la famille. On va la faire, non? Waouh. Sachez que votre père était le seul garçon de la famille. Ah bon? Oui, il y avait 3 filles. Love is just a word. Celle-ci, elle vaut le coup, hein. You took me and mine. Hop, le tableau généalogique. Chaque homme a une histoire exceptionnelle au fond de lui, un parcours, des anecdotes. C'est émouvant. Sa mère l'aurait abandonné. Chaque famille a son secret. S'il y a un testament, c'est forcément là. Ah, je l'ai. C'est une vraie enquête de police. La destination est sur votre gauche. C'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il se souvient quand elle est partie en France? Et puis, il faut être pugnace. Je l'ai trouvé. Ah, super. Au final, la vie de quelqu'un va changer. Extraordinaire comme phrase. Les biens peuvent représenter plus d'1 million. Je n'y crois pas. J'ai une petite retraite, c'est certain que pour moi, c'est une somme très importante. La vie te réserve parfois ce genre de choses, même si c'est dans la douleur. Bravo pour votre travail. Chapeau. C'est beaucoup plus qu'un héritage qu'on transmet. Bon, venez, je vais vous montrer. C'est une histoire, c'est une famille, Quand je te regarde, je revois papa. Ah oui? c'est des émotions. Voilà. Et nous, on est des passeurs d'émotions. Voilà. On a tout le temps qu'il faut. D'accord. Valence, dans la Drôme. Mon quotidien, c'est de fréquenter les cimetières. C'est souvent le point de départ d'un dossier. Ça donne des renseignements sur des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Ah, voilà, la tombe de notre défunte, voilà, Louise. Voilà. Alors, 1916-2001, 19-2012. Ok, bon, on a notre défunte Louise et son mari. Et il n'y a personne d'autre, a priori. Et donc là, on a souvenir d'amitié. Ok. Je m'appelle Benoît Estival, j'ai 37 ans. Je suis généalogiste successoral depuis 15 ans. Ce dossier est un gros héritage. C'est une succession à 7 chiffres. C'est pas un dossier comme on a tous les jours. A priori, la défunte a bien l'air d'être fille unique. On ne trouve pas de frères et sœurs. Il n'y a pas de fleurs. Là, on est en période de Toussaint. C'est quand même un petit indice pour dire qu'il n'y a plus de famille qui habitent, du moins, dans la région. Benoît est inquiet. Cette succession est très importante. On traite de la même manière une petite succession qu'une grosse succession, mais c'est vrai que bon, quand il y a beaucoup de zéros derrière, tout de suite, forcément, ça met un peu plus la pression dans notre travail. Louise laisse derrière elle un patrimoine de plus d'1,5 million d'euros. La recherche d'un héritier potentiel s'avère difficile. Paul m'accompagne dans la maison de Louise, dans un but bien précis, c'était de voir si on retrouvait des documents qui auraient pu justement nous aider dans nos recherches, des noms de cousins, une piste, etc. Comme Benoît, Paul est généalogiste successoral. Tous les deux se rendent dans la maison où vivait Louise, la défunte. On voit que la végétation a un petit peu envahi. Il n'y était pas retourné depuis plusieurs mois. Là, on a un avis de coupure de la part du service des eaux. D'accord. Oui, bon. Oui, il ne savait pas qu'elle était décédée. Non. La maison a déjà été vidée. Aucune trace d'un héritier. Aucun indice. Benoît et Paul retentent leur chance. Alors, on va aller voir par ici.
C'est un vrai labyrinthe, cette maison. C'est gigantesque comme maison. Il y a des beaux matériaux. On voit que les gens avaient eu de l'argent. C'est assez émouvant de pénétrer comme ça dans une maison inhabitée, inoccupée depuis plusieurs mois et qui est vraiment restée telle qu'on a vraiment l'impression que tout s'est figé à une date et la poussière petit à petit s'est installée. Vous avez ouvert tous les placards pour vérifier s'ils n'avaient pas laissé un album photo ou quoi que ce soit? A priori, tout a été vidé, il ne reste vraiment plus rien. Là non plus. Il y a un tourne-disque. Ce sont des vinyles. Michel Sardou. Guy Béard. Avec Maya l'abeille, effectivement, peut-être qu'il y avait des petits-enfants qui venaient à une époque. C'est dommage de ne pas retrouver plus. Non, effectivement. Quelques objets ont bien été oubliés, mais rien qui puisse aider les deux hommes dans leur recherche. Ah, vous avez ouvert là-bas Et là, il reste les placards du bas. On a goûté. On aura de quoi prendre l'apéritif. On sent que c'était la maison de famille du côté maternel qui s'est transmise de génération en génération. Et malheureusement, Louise, aujourd'hui, c'était le dernier maillon de toutes ces générations. Alors j'espère qu'on va finir par retrouver quand même un héritier, parce que ça serait dommage que ça s'arrête là. En remontant l'arbre généalogique de Louise, Benoît et Paul ont découvert que la vieille dame avait de lointains ascendants italiens. C'est la dernière piste, leur dernier espoir de retrouver un héritier. Là, on se dit, il y a une piste que l'on n'a pas traitée, c'est la piste de Trieste. Je prends la décision de dire à Benoît, allez-y, je vous envoie à Trieste pour faire la recherche. C'est clairement notre dernière carte. Sans héritier, les 1 500 000 € de la succession de Louise finiront dans les caisses de l'État. Pour Paul et Benoît, cela voudrait dire plus de commissions, malgré les frais engagés pour vider la maison, la vendre et gérer le reste des actifs. Conséquence, un énorme manque à gagner. En matière de succession, retrouver un héritier demande souvent beaucoup de temps et pas mal d'argent. Surtout quand il s'agit d'un héritier sans arbre généalogique. Une nouvelle enquête commence au Mans. On a un nouveau dossier. Ah, très bien. Alors déjà, je vais vous présenter la défunte. Je vous ai ramené quelques documents qui vont nous permettre de commencer. Je m'appelle Damien. Ça fait 17 ans que je fais le métier de généalogiste. Le métier que je voulais faire originellement, c'est pas très loin de généalogiste. Moi, je voulais être policier. Ça tombe bien. Ce dossier s'avère très compliqué. Damien est épaulé par Maximilien, généalogiste comme lui. On n'a aucun héritier connu. À la connaissance du notaire, personne ne lui connaît de famille. Rolande, la défunte, est décédée il y a 6 mois, à l'âge de 74 ans. Elle laisse derrière elle cette maison, ainsi que des liquidités. Je vous propose qu'on note tout ça, et puis on va essayer de regarder dans les bases. On peut étoffer un petit peu notre tableau? Alors oui, on va exactement. Elle aurait été placée à l'assistance enfant. Oui, ça expliquerait pourquoi effectivement il n'y avait personne auprès d'elle, de sa famille. Il faudrait aller à la DAS. Les deux hommes se lancent dans leur enquête. Rolande a été une enfant placée. Était-elle orpheline? A-t-elle été abandonnée à la naissance? Pour Damien et Maximilien, ce dossier est rempli de zones d'ombre. Dans notre métier, on va rentrer dans l'intimité des gens, dans leurs souffrances notamment, parce qu'on est à l'origine de la révélation des secrets de famille. Direction, les archives de l'état civil. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Très bien, c'est parfait. Vous pouvez vous installer. Merci. Merci. Première étape, tenter de retrouver la filiation de la défunte. On sait que notre défunte s'était mariée, qu'elle est veuve, et qu'on ne lui connaît pas d'héritier. Pas d'enfants, pas de frères et sœurs, pas de cousins, il n'y a personne. La tâche s'avère toujours compliquée. Merci beaucoup. Quand il s'agit d'un enfant placé à la DAS.
Ouais, c'est bon, 10 mars 37, c'est celui-là. Placement en nourrice. Je vais regarder. Livret de pupille. Elle a été placée dans des familles d'accueil complètement seule. C'est très dur comme contexte familial. On apprend en fait qu'elle a été abandonnée par sa mère à la demande du grand-père qui s'occupait de la famille parce que sa mère ne pouvait pas s'occuper d'elle. Elle avait 17 ans et donc la défunte a été placée à l'assistance à ce moment-là. En fait, on a le nom des personnes chez qui elle était placée et les lieux où ces gens-là habitaient, ce qui fait qu'en fait, on la suit extrêmement bien. Vous voyez, jusqu'en 50, elle est née en 37, donc jusqu'en 50, on la suit, ça continue derrière jusqu'en 55. S'il n'y a plus une enfance à la Dickens, hein, c'est un autre temps. Et on sent qu'il y a du malheur derrière ce dossier. Damien et Maximilien se font une première idée de ce qu'a été la vie de leur défunte Rolande. Mais ce n'est pas fini. Damien, j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, pourrait nous intéresser. Ah, ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est hyper intéressant, on nous parle d'une grossesse, là. Ce nouveau document stipule que Rolande, comme sa mère des années plus tôt, a été enceinte à l'âge de 17 ans. Ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça peut donner une orientation immédiate à notre dossier. Elle a 17 ans, on sait qu'elle est enceinte. Et alors, on a même une précision dans ce courrier écrit au crayon papier très rapidement à la nourrice. On nous dit que Rolande est enceinte de 6 mois et qu'elle accoucherait pour le mois de juin ou le mois de juillet. Il va falloir qu'on voit les naissances, mais peut-être avant, on pourrait demander si éventuellement, parfois malheureusement l'histoire se répète, on pourrait peut-être demander s'ils n'ont pas éventuellement un dossier au même nom. Maximilien et Damien ont traité des centaines de dossiers. Il arrive en effet parfois que l'histoire se répète. Monsieur, je vais avoir besoin de vous. En fait, donc, la personne aurait eu un enfant en juillet 1960. Je voudrais qu'on vérifie si dans le fond des services de l'assistance, vous n'auriez pas un dossier également au nom d'Autissier. Il arrive qu'un enfant abandonné abandonne à son tour le sien. Vous en avez un? On en a trouvé un, exactement. En 30 juin 60, bah c'est super. On va regarder tout de suite. Merci. Oui. Regardez ce qu'on a trouvé. Autissier Michel, 30 juin 60. Bon, il faut qu'on vérifie l'affiliation. Ouais, vous avez eu le nez fin, Maximilien. Damien, regardez. Mère Autissier Rolande, née le 10 mars 37. Ouais, voilà. C'est notre défunte. Donc elle a eu un enfant. Donc c'est l'enfant dont il était question, et c'est un enfant naturel. Le dossier est hyper épais, on a beaucoup de choses. Vraiment quelqu'un qui vraiment est passé de famille d'accueil en famille d'accueil, vraiment. Et l'histoire se répète. Et là, on se rend compte que finalement, notre défunte avait fait comme sa maman. Elle a abandonné son enfant. Les deux hommes ne sont pas au bout de leur peine. Un nouveau document surgit. J'ai un autre élément là. Il y aura peut-être un autre enfant. Oui, Ça a creusé, on a un prénom. Ouais, Nadine. Ouais. On peut penser que ça peut être sa sœur. Ouais. Elle ne vivrait pas avec sa mère non plus. Oui, elle est placée dans une famille d'accueil, apparemment. Rolande aurait donc abandonné non pas un, mais 2 enfants. Donc, a priori, la défunte a eu un deuxième enfant, donc je vais le noter sur le tableau. Et ensuite, il s'agira de les retrouver et vérifier effectivement Elle est encore en vie. Si les deux héritiers sont encore en vie. Je vais le noter. Quand on découvre des héritiers sur le papier, c'est un mélange de sentiments. Il y a à la fois un peu d'excitation, parce que c'est un peu comme trouver un trésor, entre guillemets. Puis tout d'un coup, ça y est, ce que l'on cherche, on sent qu'on brûle. On voit que le frère et la sœur n'ont pas été placés ensemble. Donc peut-être qu'à l'occasion de cette succession, on va être amené à faire rencontrer un frère et une sœur qui s'ignorent. C'est des dossiers qui sont durs. On ne vient pas simplement ici révéler un héritage. Là, il y a quand même un contexte qui est beaucoup plus lourd. Il y a une chose qui me marque toujours, c'est de voir comment certaines familles se sont éclatées. Si les 2 enfants sont toujours vivants, ils hériteront donc d'une mère qu'ils n'ont jamais connue. Mais pour cela, Damien et Maximilien doivent encore les retrouver.
Le temps, parfois, éloigne les membres d'une même famille. Et puis un jour, la disparition d'un proche ravive la mémoire et la douleur. Les chasseurs d'héritiers en sont souvent les témoins. Marseille. Chercher des héritiers, c'est parfois une épreuve d'endurance. Mon point faible, je le connais, c'est mon impatience. C'est vrai que je suis tellement impliqué, j'ai envie que ça aille vite, j'ai envie de régler les choses. Je m'appelle Pascal Casil, j'ai 48 ans, je suis généalogiste depuis 23 ans. Il n'y a jamais d'affaire simple, par définition, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est une inconnue totale. Depuis plusieurs mois, Pascal est sur les traces des héritiers de Marie-Ange. La défunte est une personne qui vivait seule, qui est célibataire, vieille fille. Donc pas de parents proches autour d'elle, pas de famille proche. Donc le notaire, dans ces cas-là, classiquement, nous demande de retrouver les héritiers. Les héritiers de la défunte sont finalement retrouvés. 4 cousins et cousines éloignés. Pascal a rendez-vous avec l'une d'entre elles, Janine, son mari et sa fille. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va. Bon. Et voilà, vous allez voir. Il a un papier là. Alors, aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que vous êtes héritière. Ça, c'est le tableau où on voit qui sont les héritiers. Alors, vous voyez, on peut le déplier, hein? Regardez. Regardez, la table est trop courte, vous voyez? Il faudra mettre la rallonge la prochaine fois. L'auteur commun, en fait, entre vous et Marie-Ange, pour vous, c'est vos grands-parents. Vous vous rappelez de Léon? Oui, de Léon. Voilà, Léon et Marie-Béatrix. Oui. Bon, on est remonté loin, puisqu'on est remonté jusqu'en 1854. Donc, il y a 4 héritiers. Du côté maternel, oui, vous êtes 3 cousins au 5e degré de parenté. Oui. Vous-même, madame, votre frère, Léopold, et une autre cousine, qui est une cousine germaine à vous aussi. Oui, c'est Anna. Anna. Vous vous rappelez d'Anna? Oui. Voilà. Donc vous allez récupérer tous les 3 la moitié de la succession. Et de l'autre côté, une certaine Yvonne. Voilà, du côté du père. Du père. Exactement. De Joseph. Exactement. Et elle va récupérer la moitié de la succession, puisqu'elle est seule du côté paternel. D'abord régulier, puis épisodique, le contact était définitivement rompu depuis 15 ans entre Janine et sa cousine éloignée Marie-Ange. La vieille dame est aujourd'hui surprise d'en être l'héritière. Ça me fait drôle. Parce que comme après on a été un peu éloignés, ça me fait drôle. Voilà. J'ai tellement passé de bons moments avec Marie-Ange. C'était comme une sœur pour moi. On avait beaucoup de souvenirs avec Marie-Ange parce que quand je venais à l'école, j'allais manger chez ma tante, et on s'entendait bien. Parce que je lui faisais des fois ses devoirs, parce que j'étais forte en maths. Je lui faisais même des dessins. Et après, vous étiez perdu de vue, là? Perdu de vue, non, parce que je lui téléphonais. J'allais la chercher le dimanche, elle venait manger avec nous. D'accord, le repas dominical. Voilà. Et Janine, oui, me touche. Elle a un côté candide. Elle est naturelle. Il n'y a pas d'intérêt. Ce qui l'amuse, c'est de repenser à toutes ces choses positives, à des moments qu'elle a vécus avec Marie-Ange. Voilà, il y a un côté positif. Marie-Ange laisse derrière elle un héritage d'environ 400 000 €. Dès le lendemain de sa visite chez Janine, Pascal a entamé les démarches pour boucler le dossier de succession de la défunte. J'arrive chez le notaire pour lui expliquer ces démarches et le fait qu'on ait retrouvé des lointains cousins. Ce sont des cousins au 5e degré de parenté, donc ils sont au nombre de 4. Bonjour, monsieur Casil. Lametta, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Venez, je vous en Merci. prie. Pascal a rendez-vous avec maître Lametta. Ce dernier a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. D'abord, est-ce que vous avez retrouvé des héritiers? Oui, on a bien avancé. Donc de notre côté, c'est une affaire qui roule. Vous avez été très efficace. Oui. Alors j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème dans ce dossier. Voilà, nous avons été sollicités par 2 personnes qui se disaient être les filleules de cette vieille dame. Et il se trouve que nous avons expliqué à ces gens-là que filleule, c'est un lien amical, surtout dans la religion catholique, mais que légalement, juridiquement, pas de droit. Il n'y avait absolument aucun droit d'héritage. Ces personnes sont reparties très en colère de notre étude, évidemment. Et du coup, il y a quelques jours de cela, un des 2 filleuls
est revenu et nous a donné ce qu'il estime être un testament. Les 4 héritiers retrouvés par Pascal sont des cousins très éloignés. Un testament peut donc les déshériter. Mais comment savoir si ce document est authentique? Je peux jeter un coup d'œil juste. Mais vous voyez que sur la forme, il est parfaitement régulier, puisqu'il est daté. Daté, signé. Et elle instituerait un des 2 filleuls. Tout à fait. Comme héritier unique. C'est une mauvaise nouvelle pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour les héritiers, parce que si ce testament est valable, à ce moment-là, les héritiers que j'ai retrouvés n'ont plus de droit, ne sont plus héritiers. Là où je suis très embêté et très contrarié, c'est que, vu le contexte, j'ai un vrai doute. Vous savez, je suis toujours très surpris de ces personnes qui n'ont pas de testament et qui, une fois qu'on leur a expliqué que sans testament, elles ne sont pas héritières, amènent un testament. Tout de suite, j'émets des doutes, parce qu'il y a un ressenti, il y a un feeling, il y a une part d'expérience, forcément. On a déjà eu ce genre de cas, ce genre de comportement qui, bizarrement, se répète. La seule question qui vaut, c'est de savoir si c'est bien la défunte qui a écrit, daté et signé ce papier. Pour un généalogiste, la pire des choses, c'est quand une personne amène un testament qui est un faux. Les gens, parfois, tentent. Moi, je vais faire le point avec les héritiers, et puis je reviens vers vous pour vous dire un petit peu ce que je décide. Et je me pose la question si on ne va pas éventuellement le contester. On verra. Avant de porter l'affaire devant la justice, Pascal a besoin d'en savoir plus sur la véracité de ce testament. Avoir retrouvé les héritiers de Marie-Ange ne suffit pas. Son enquête est relancée. Je vous tiens au courant. Je vous raccompagne. C'est gentil, merci. Le métier de généalogiste, c'est aussi des dossiers qui peuvent être très longs. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a des dossiers difficiles, mais c'est le métier parfois difficile. Et j'allais presque dire, s'il n'y avait que des dossiers qu'on réglait en 4 mois, ce serait absolument pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller se battre, de pouvoir dire à la fin, moi j'ai bien fait mon métier. Au Mans, Damien travaille aussi sur une histoire compliquée, celle de Rolande, qui a abandonné ses 2 enfants à la naissance et qui laisse derrière elle cette maison et quelques liquidités. Damien a retrouvé les 2 enfants. Il a rendez-vous ce matin à Bourges avec Michel. Bonjour Michel. Ça va? Très bien, toi aussi? Ouais. Damien a appris à Michel le décès de sa mère il y a quelques jours. Donc moi je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai découvert. Donc ta maman, elle est originaire du secteur. Elle était de Bourges aussi. Elle était née le 10 mars 1937. Ouais, non, je savais pas. Et puis elle a passé toute sa vie autour de Bourges. D'accord. Et tu sais que ta maman, elle n'a pas une vie qui a été facile non plus. Parce que j'ai découvert qu'elle avait été abandonnée à la naissance aussi. Oui. Sache en tout cas qu'elle a une vie de souffrance qui n'a pas été facile. Et je pense que quand elle était jeune, de par les débuts de sa vie qui ont été difficiles, elle a fait des choses qui ne s'excusent pas mais qui s'expliquent. Ouais, maintenant que tu me dis ça, je comprends que peut-être elle a fait la même chose qu'on lui a fait en fin de compte. Oui. Alors en travaillant sur le dossier, j'ai vu que tu avais eu une enfance qui n'avait pas toujours été facile. Et non, malheureusement. Qu'est-ce qu'on t'a raconté, toi, de... On m'avait dit que ma mère m'avait laissé sur le couvercle d'une poubelle à l'hôpital général, devant l'hôpital général, en face de la gare. Dès ta naissance? Non, peut-être 2 mois après ma naissance. Et ta maman, finalement, tu l'as jamais croisée? Si, je l'ai vue quand j'étais avec un éducateur, on me l'a présenté, mais bon, j'étais loin de me douter que c'était ma mère, parce qu'elle ne me ressemblait pas du tout. Oui, je me souviens qu'elle était petite, qu'elle avait les cheveux très très blancs. Mais comment ça s'est passé quand on te l'a présenté? On t'a dit tu vas voir ta maman, voilà. Ou t'as amené une dame et après on t'a dit que c'était ta maman? Voilà, mais c'était exactement ça. On m'a amené à une dame et on m'a dit que c'était ma mère. Je me souviens qu'elle avait fait une serviette comme ça, là, tu vois, qu'elle avait marqué, comme c'était à l'époque, marqué le prénom, tu sais. Ton prénom à toi? Ouais, mon prénom avec mon nom. Mais, tu sais, cousu... Elle avait brodé ton prénom sur une serviette. Ouais, c'était émouvant. Et après, tu l'as jamais revu? Non. Bah, ouais. T'avais cherché un moment à la retrouver? Oui. Et t'as jamais eu de trace? Non. Moi, dans ma tête, tout était fini, quoi. Je veux dire, tout était parti, mon passé, tout ça, tout était enfoui dans un oubli complet, quoi.
Et là, c'est revenu d'un coup et je me suis dit, c'est pas possible. Non, mais je comprends que ce soit difficile. Cette succession, pour lui, c'est une épreuve. Ça l'amène quelque part à retrouver une mère qu'il n'a jamais connue, et même plus concrètement à rencontrer sa maman au travers des objets qu'elle aura laissés à sa maison, puisqu'il faudra qu'on aille ensemble à la maison. Ça va pas être facile cet après-midi. Hein. Ça va être très dur. Surtout que j'ai une nouvelle, c'est que ta sœur normalement sera là. Donc je crois que pour elle ça va être difficile aussi. Oui. Parce que ça fait très longtemps qu'elle t'a pas vu. Ça fait quoi, 30 ans Oui. À peu près, je sais pas, je saurais pas dire. Et tu la reconnaîtrais aujourd'hui? Peut-être, je sais qu'elle a des beaux yeux bleus. Voilà. Quand il me dit que je vais rencontrer ma sœur, Damien, je verse des larmes parce que je suis très heureux, c'est des larmes de joie, je suis content. C'est une bonne nouvelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, ma sœur. Voilà. À Marseille, Pascal enquête toujours sur le dossier de Marie-Ange, disparue sans laisser d'enfant et dont la succession s'élève à 400 000 €. Il a toujours un doute sur la véracité du testament de la défunte, présenté par son filleul. Pour lancer des démarches, j'ai besoin d'avoir des éléments qui me permettent de le faire. Je ne suis pas moi non plus juge. Je peux avoir une idée, mais cette idée, il faut qu'elle soit confortée par des éléments matériels, des éléments probants. S'il ne porte pas l'affaire devant la justice au nom des 4 héritiers qu'il représente, aucun d'entre eux ne touchera 1 € de la succession. Je me rends chez une experte en écriture qui va me donner un point de vue technique. Et c'est ce dont j'ai besoin pour asseoir, moi, mon ressenti. Il a rendez-vous avec Sylvie Campserveux, graphologue experte auprès des tribunaux. Bonjour, monsieur Casil. Bonjour, Madame Campserveux. Ça va? Et vous? Ça va bien. Je vous en prie, rentrez. Merci beaucoup. Alors, je viens voir Madame Campserveux. J'ai un doute sur un testament. Alors, le contexte est un peu particulier. C'est un filleul qui est arrivé chez un notaire qui lui a expliqué qu'il pensait être héritier. Le notaire lui a expliqué que filleul, on n'était pas héritier. Et il est revenu quelques jours après, ce fameux filleul, avec un testament. Le contexte me paraît bizarre. Ce document qui sort opportunément, qui n'est pas sorti au début. Oui. Voilà, je voudrais que vous me donniez votre avis. On va regarder ça. Je voudrais savoir si je vais faire une procédure ou pas. Oui, d'accord. Ça, donc, c'est le fameux document qui est présenté comme étant un testament. Et ensuite, j'ai des pièces de comparaison. J'ai 2 documents et j'ai ensuite une liste des faits personnels dont je suis certain que c'est elle qui l'a rédigée. Le tout est de savoir si on retrouve ces caractéristiques-là en comparaison. D'accord. Et visiblement, en comparaison, on a une écriture qui est très homogène, très arrondie, très étalée, et on n'a absolument pas ce type d'écriture qui correspond là à mon unique héritier, qui est écrit d'une manière différente que le je sous-signé, par exemple. En fait, dans cette écriture-là, on a plusieurs styles d'écriture. Presque comme 2 écritures. Oui, ça interpelle. Enfin, comme ça, c'est quelque chose qui vous paraît évident. Oui, ça mérite effectivement des investigations un peu plus approfondies. Volontiers, oui, très volontiers. On va travailler. L'expert en écriture, c'est un métier formidable. Lettre par lettre, elle trace des traits, elle compare les formes, elle compare les hauteurs d'écriture, elle compare l'inclinaison des marges. J'ai prélevé quelques éléments de l'écriture pour pouvoir faire cette comparaison. La conduite du geste et la conduite du trait est complètement différente. Là, il faut que j'enlève aussi. Et finalement, il y a des certitudes qui ressortent. En grossissant le document sur écran, on dissèque l'écriture. On a fait un relevé de toutes les formes de lettres. Donc sur la lettre L, en fait, la base est à angle droit, alors qu'ici, on se retrouve avec un petit zigzag vraiment à la base. La lettre H, rien à voir. Ah oui, strictement rien à voir. Là. On dirait un N un petit peu. Oui, j'allais vous dire, j'arrive même pas à voir que c'est un H sur la gauche. De petits A, tout petit, à l'inverse. Oui. En comparaison, très gros et très large. On a des A qui sont
très gros, très large. Ah ouais, donc ça n'a strictement rien à voir en fait. Rien du tout. D'accord. Là, à mon sens, il y a des éléments vraiment probants qui remettent en cause l'authenticité du testament. Voilà, pour moi, c'est clair. Pascal est maintenant convaincu qu'il a affaire à un faux testament. Pour moi, ma religion est faite. Je pense qu'il faut contester. Je décide d'aller en justice parce que je veux lever toute ambiguïté dans ce dossier. Il faut que quelqu'un tranche le litige, parce que litige, il y a. En matière de généalogie successorale, le montant d'un héritage conditionne souvent le niveau des moyens déployés pour retrouver son héritier. C'est le cas ce matin en Italie. Benoît débarque à Trieste. Il espère retrouver le ou les héritiers de Louise, qui laisse derrière elle un héritage d'1,5 million d'euros. Je me dis ça va être un petit peu compliqué, des recherches dans un pays étranger avec une langue que je ne pratique pas. C'est beaucoup de pression sur les épaules. Si là, en Italie, je ne retrouve rien, bon, bah, malheureusement, le dossier partira à l'État qui sera l'héritier de Louise. C'est vrai que j'aimerais bien retrouver, aussi lointain soit-il, un cousin en Italie. Pour l'aider dans ses recherches, Benoît a fait appel à une traductrice, Paola. Bonjour. Bonjour madame. D'accord, c'est par là. D'accord. Benoît commence ses recherches à l'église allemande protestante de la ville. Et là, dans ce livre, c'est le registre, où il y a toutes les familles. Car la branche familiale de Louise en Italie appartenait à la minorité protestante. Là, ce sont les noms. Alors on n'a pas de chance, c'est une famille qui a été assez prolixe. Ils ont eu beaucoup d'enfants, parce qu'on en trouve quasiment chaque année. Ça revient un petit peu à chercher une aiguille dans une botte de foin, mais on est obligé de passer par là, on est obligé de faire ce relevé systématique, de vérifier acte par acte pour être sûr de n'oublier personne. Alors, Auguste. Et il serait mort donc du choléra, 1866, page 17. Alors là, en fait, ce sont des gens, a priori, qui sont parents avec Louise. Ils portent le même patronyme, ils exercent les mêmes professions, ils habitent au même domicile. Mais ce sont des cousins qui sont à des degrés trop éloignés. En droit français, on ne peut hériter que jusqu'au 6e degré. Donc si, par exemple, je retrouve un héritier au 8e degré, c'est certes un parent de Louise, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas droit à recueillir la succession. Benoît fait une nouvelle fois chou blanc. Beaucoup de descendance, beaucoup de pistes que j'ai exploitées mais qui à chaque fois ne donnaient rien, enfin où je retrouvais des héritiers mais décédés. Donc moi, c'est pas ce qui fait mon affaire, de retrouver des héritiers décédés. Une fois encore, Benoît pénètre dans un cimetière. À l'affût d'une piste qui le mènerait aux héritiers de Louise, il veut voir le caveau de la branche italienne de la famille. Ah voilà, c'est ici. La tombe est quand même en bon état, elle a l'air d'être entretenue. Alors lui, il aurait pu être héritier, mais on voit donc 1921-2004. Et après, on a une Laura 1924-2016, mais elle ne porte pas le même nom. Donc, on va essayer de voir effectivement qui était cette Laura. Je n'arrive pas à la rattacher à mes recherches, donc on va peut-être essayer de consulter un faire-part de décès dans un journal, voir, souvent c'est marqué le mari, les enfants, les beaux-frères, belles-sœurs, cousins font part du décès d'eux, donc ça pourrait nous aider dans nos recherches. On va croiser les doigts, mais peut-être que la découverte de cette tombe et de ce renseignement va nous permettre d'aboutir. Benoît et Paola se rendent donc au journal local de la ville. Voici la première partie. On a du pain sur la planche à tout éplucher. Consulter les avis de décès en quête d'un nom
qui le mettrait sur la voie d'un héritier. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le pourcentage de succès est mince. Il est là, je l'ai trouvé. Ah, super. Monsieur nous a retrouvé l'avis de décès. Alors, on va regarder. Alors, donc, c'est effectivement la personne qui est décédée au mois de novembre. On a de la chance de l'avoir trouvé. Le mari Maximilien, les enfants Fiorella avec Roberto Furio, les très chers petits-enfants Sarah et Antonio. Alors donc là, on dit son mari Maximilien. Maximilien, ouais. Donc ça voudrait dire qu'en fait, Laura était l'épouse de Maximilien et que Maximilien serait en vie. Donc, Benoît a enfin mis la main sur la piste d'un héritier. La succession de Louise va peut-être enfin trouver preneur. Bon, bah c'est une super nouvelle, ça. Toutes nos recherches, nos efforts n'ont pas été vains. Le dossier n'est pas encore terminé. Pour l'instant, je sais qu'il y a un cousin au 6e degré qui est vivant. J'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai ses dates et lieux de naissance. Maintenant, il va encore falloir que je le localise, que j'arrive à savoir où est-ce qu'il habite. Mais déjà, quand même, une grande satisfaction de se dire le dossier ne va pas partir à l'administration des domaines, mais va revenir à un héritier du sang de Louise. À Marseille, le dossier avance sur ce qui ressemble de plus en plus à une affaire de faux testament. Après plusieurs mois d'attente, Pascal vient enfin d'avoir la décision du tribunal. La succession de Marie-Ange va pouvoir être liquidée. Le tribunal nous donne totalement gain de cause et annule ce document qui avait été présenté, qui dit « Les héritiers, officiellement, sont les héritiers du sang », puisque le document qui a été présenté est un faux. Fort de cette nouvelle, il a de nouveau rendez-vous avec Janine, l'héritière de Marie-Ange, ainsi qu'avec son mari et sa fille. Alors, moi, je reviens vous voir un peu pour vous tenir au courant. Et la bonne nouvelle que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a eu le résultat du tribunal et le tribunal nous donne entièrement gain de cause. Il dit que ce n'est pas un testament. En tout cas, ça n'a pas été écrit par Marie-Ange. Aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que vous êtes héritière. Le seul point positif qu'on puisse ressortir, c'est que ce ne soit pas à la mauvaise personne, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la succession? Parce que c'est important quand même. On va faire évaluer la maison, on va ensuite la mettre en vente, on va travailler ensemble, on va regarder les éventuelles offres. Alors, il y a un appartement aussi. On va regarder les comptes en banque, on fera le listing de tout ce qu'il y a. Ensuite, le notaire va pouvoir répartir entre chacun des héritiers le montant qui leur revient à chacun. Les 400 000 € d'héritage de Marie-Ange seront répartis entre ces 4 héritiers. Pascal, lui, touchera 25% de la part de chacun d'entre eux, au titre de sa rémunération. Bon, vous êtes contente, vous, c'est... Il y a une partie aussi pour vous, c'est là. Alors oui, nous, on a bien sûr, un petit peu, voilà. Mais de toute façon, ces honoraires, ils ne seront prélevés qu'à la fin du dossier sur la part que vous allez récupérer. On apporte un service, on est utile à quelqu'un, donc forcément derrière, il y a une rémunération. Une fois tous les frais et les droits de succession déduits, il ne restera que 20 000 € environ à Janine. Mais pour elle, ce n'est pas l'essentiel. Nous, c'est nos enfants. Leur laisser quelque chose. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Et mes petits-enfants. Oh là là. Oui, mais bon, c'est bien d'en profiter vous aussi. Puisque c'est quelque chose qui arrive en plus, on va dire, qui n'était pas prévu. Enfin, voilà. Donc ils en profitent, qui profitent de faire des voyages tous les deux encore, et puis voilà. On va les obliger à dépenser. Je crois qu'on va carrément programmer des voyages, on va réserver, et on va prendre le taureau par les cornes. Malheureusement pour Pascal, la joie des héritiers sera de courte durée. Le filleul de Marie-Ange a contesté la décision du tribunal. On a eu une première décision qui nous est tout à fait favorable. Malheureusement, quelques semaines après, la partie adverse fait appel. Donc on repart au combat. C'est un dossier qui va, je pense, prendre encore une petite année. Il va falloir encore un petit peu de patience, mais on va avoir cette patience et rendez-vous devant la cour d'appel. Pascal veut rester optimiste. Il est convaincu que la justice tranchera en sa faveur.
les généalogistes successoraux sont parfois les spectateurs de scènes bouleversantes. Dans la région de Bourges, la succession de Rolande, qui laisse derrière elle cette maison et un peu d'argent, est sur le point d'être résolue. Après plusieurs mois de recherche, Damien a retrouvé les 2 enfants que Rolande, la défunte, a abandonnés à la naissance. Michel et Nadine. J'arrive en voiture, j'ai Nadine à côté de moi, on a un moment un peu difficile. Il faut ouvrir la porte. Moi, j'avais aperçu que Michel était dans sa voiture, attendait derrière. Damien leur a donné rendez-vous devant la maison où vivait leur mère et dont ils vont hériter. C'est une épreuve pour tout le monde. Et moi, j'avais la plus petite épreuve à passer parce que je réalisais l'importance de ce moment-là. Michel et Nadine sont frères et sœurs, mais ils ne se sont jamais connus. Bonjour. Bonjour Michel. Tu vas bien? Voilà, donc, je suis heureux de vous réunir tous les deux. Je sais que c'est un moment qui n'est pas évident. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir la maison. On va prendre un petit peu parce que là, c'est beaucoup. Vous prenez tout le temps qu'il faut. On n'est pas pressé du tout. C'est pas évident. Ouais. Mais on a tout le temps qu'il faut. D'accord. On a le temps, Michel. D'accord? T'inquiète pas, on a le temps. Faut prendre le temps. D'accord? On va attendre de se poser, de parler un petit peu tous ensemble. On va prendre le temps. Ce qui m'a fait le plus plaisir de la serrer dans mes bras, c'est-à-dire que de la retrouver, quoi, en fin de compte. De retrouver quelqu'un que j'avais perdu, ça m'a fait pleurer. Bon, on y va? On est bas. Pour Nadine, rentrer dans la maison de sa mère qu'elle n'a pas connue est difficile. On va y aller ensemble. Michel, je vais... On va aller doucement. C'est un sentiment, c'est horrible. Eh ben, sinon, il faut voir les choses comme juste des meubles qui restent. Il faut mettre les sentiments un petit peu à côté dans sa tête et puis Ça, je sais pas on faire. va juste. Je suis partie en me disant, tu n'en as rien à faire. Bon, j'ai l'impression d'aller dépiauter un cadavre. C'est une horreur. Seulement, quand je suis arrivée devant la porte, j'ai senti une bouffée. Ça m'a pris une angoisse. J'ai dit, jamais je pourrais rentrer dedans, je vais tomber dans les pommes. Allez, on y va tous les deux. Nadine, elle s'est un peu menti à elle-même. Elle s'est convaincue, comme elle l'a fait toute sa vie, que son histoire personnelle et l'abandon de sa mère, c'est du passé, c'est très loin dans sa tête. Et là, devant cette maison, elle est ramenée à la réalité de sa vie. C'est la maison, quelques semaines auparavant, où était encore sa mère biologique. La porte était ouverte. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Ouais. Donc il y a des gens qui sont passés. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Hein. T'imagines? Regarde ça. Tout est par terre. Ouais, les gens n'auront pas pris les papiers personnels. Hein. C'est incroyable, ça, quand même. La maison de Rolande a été cambriolée et vandalisée. Michel et Nadine espèrent y trouver des indices sur la vie de leur mère. Franchement, oh là, quel bazar. Ah, voilà. Le cadre dans lequel elle vivait. Michel, il est dans la maison. Il regarde tout. Tous les papiers, toutes les photos. Il est en quête. C'est les trucs du 50 ans. On va peut-être la retrouver en photo. Ouais. Et son visage, c'est à quoi elle ressemble? Ce serait elle, ça m'étonnerait pas. Moi, je l'ai vue quand elle était comme ça. Attends. Quand elle était comme ça, je l'ai vue. Damien comprend alors que Michel avait fini par savoir qui était sa mère.
Plusieurs fois, j'ai voulu savoir qui était ma mère. Et puis, une fois, à l'âge de 14 ans, on m'a emmené chez elle. Et là, ce qui m'a le plus choqué, c'est que elle a fermé la porte à clé. Et de là, j'ai piqué une colère, j'ai rouvert la porte et je suis parti en courant, j'ai piqué un sprint. Ça m'a choqué, ça. Ça, par contre, vous voyez, c'est des choses qui m'ont beaucoup perturbé. Ça. Michel et sa sœur ont été placés tout petits en nourrice avant d'être séparés. Nadine, elle, n'a jamais vu sa mère. Je sais même pas si c'est elle. Je peux me montrer n'importe qui. Je dirais bah oui, c'est elle. Elle est là. Ça, je la reconnais là. Il n'y a aucune photo de ses enfants. Aucune photo de ses enfants, de ses propres enfants, elle. Oui. Et moi, ce que je cherchais, c'était des réponses. Quand je constate qu'il n'y a rien sur nous, qu'il n'y a rien pour nous, ça me fait de la peine, beaucoup de peine. Parce que je me dis, finalement, elle nous a oubliés. Elle n'a pas cherché à savoir. Ah oui, c'est elle. Là, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas trouvé de photo de moi. Je trouve ça bizarre, hein. Ni de ma soeur, ni de moi. C'est quand même hallucinant de renier ses enfants comme ça. Non, je suis déçu parce que j'aurais voulu trouver quelque chose qui me raconte quelque chose. On cherche une ficelle pour pouvoir remonter le temps. Jusqu'à moi, jusqu'à Nadine, jusqu'à maintenant. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur. C'est dur de faire rentrer comme ça, d'un coup. Michel, il n'a rien trouvé une clé, une réponse. Et finalement, ce qu'il recherche est introuvable. Je pense qu'il aurait espéré revoir sa maman un jour pour qu'elle lui explique. Donc il y a un questionnement. Et moi, je n'avais pas forcément cette réponse à lui apporter à Michel. Donc pour Michel, c'était difficile, c'était une épreuve. On est parti ? Allez. Mais la quête de Michel et Nadine ne s'arrête pas là. Ils ont souhaité voir où leur mère était enterrée. J'ai trouvé. Déjà ? Ah ouais. Ah mais ça c'est qui? Ah si, c'est elle. Ah ouais, c'est elle. Il y avait quand même pas mal d'amis autour d'eux. Ouais, il y avait au moins 2 couples qui étaient très présents, qui écrivaient souvent. C'est juste ça le truc là? Oui. Ouais. Tu déposes les fleurs à côté. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah, tu vois, mets une chose comme ça, voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Enfin, ça fait quand même drôle de... Voilà, c'est une histoire qui vient de finir et... Difficilement, mais bon... C'est pas évident. Je suis contente pour elle parce qu'elle était heureuse en fin de vie. Ça me fait du bien de savoir ça. Je lui en veux en tant que maman, où elle n'était pas une bonne mère. Pour le reste, j'espère qu'elle était vraiment heureuse. On a fait le tour de l'histoire. Maintenant, il faut espérer que la vie continue, la vie soit belle pour tous les deux. Pour elle. Mais pour toi aussi, tu existes. Parce que je le mérite mieux que moi. Mais non, tout le monde le mérite. Il n'y a pas plus ni moins. Tout le monde. Tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde. La seule chose, c'est ne jamais reproduire le mal qu'on nous a fait, c'est tout. Michel s'en veut. Il y a des années, il avait retrouvé sa sœur Nadine. Il l'avait côtoyée quelque temps, et puis il n'avait plus donné signe de vie. Moi, le plus important pour moi, tu sais, c'est comme je disais à Damien, le plus important pour moi... rencontrer ta mère. Non. Moi, je voulais juste réavoir un lien avec toi. On retissera des liens, mais tout doucement. Voilà. 2 enfants, frères et sœurs, qui ne se connaissaient pas. Et par notre travail, on les a réunis. J'espère qu'au-delà de l'héritage, s'ils peuvent avoir une vie de famille ensemble, encore des liens, moi, à titre personnel, j'en suis très heureux. Michel et Nadine ont décidé de mettre en vente la maison de leur mère. Une fois tous les frais déduits et les dettes remboursées,
il leur restera environ 5 000 € chacun. En Italie, c'est enfin le grand jour pour Paul et Benoît. Après des mois de recherche, ils s'apprêtent à rencontrer le seul et unique héritier de Louise. Aujourd'hui, c'est enfin l'aboutissement d'un dossier et on est heureux de ce moment-là. On a pris un risque parce que c'est un dossier dans lequel nous n'avions pas d'héritier. On a dépensé beaucoup d'argent en ayant peur de ne pas trouver d'héritier et donc de ne pas être rémunéré. Donc c'était un dossier risqué, mais qui est payant au final, parce qu'on a retrouvé Maximilien, qui est le seul héritier. Et donc j'ai hâte de le retrouver, de le rencontrer là pour lui annoncer. Ah ouais, là c'est par là. Oui. Du coup. C'est là. Juste avant de rencontrer l'héritier, un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. On se dit toujours comment est-ce que ça va se passer, de quelle manière est-ce que l'on va être accueilli. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. On peut arriver. L'héritier de Louise, Maximiliano, est en fauteuil roulant. Il a plus de 90 ans. Ses enfants, Furio et Fiorella, accueillent avec lui cette bonne nouvelle. Tenez, alors ça c'est l'arbre donc généalogique. Louise est ici. Et votre papa est ici. Voilà. 2, 3. Donc ça fait, on compte comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc votre papa est héritier au 6e degré. Et donc en fait, le grand-père de Louise est le frère de la grand-mère de votre papa. Et c'est le seul héritier que l'on a trouvé sur toutes les recherches que l'on a faites. C'est un peu bizarre qu'une personne que je ne connaissais pas a réussi à me faire connaître ma famille mieux que les gens de la famille. Oui, c'est oui. une chose surprenante. Il connaissait tellement bien des ancêtres, des aînés de ma famille que moi-même je ne connaissais pas, des noms que j'avais seulement vus dans le cimetière. Les activités de leur famille en France J'ai l'impression que Louise n'a jamais travaillé. Oui. En fait, ils avaient des appartements et gagnaient de l'argent, voilà. Son mari. Oui, ils étaient rentiers. Ils vivaient des rentes des appartements. Et le mari ingénieur, je crois. Ingénieur. Oui. C'est une chose très, très intéressante. Alors, dans la succession, en termes d'immobilier, il y a 5 biens immobiliers. Voilà, donc là, vous avez la maison. Voilà, donc ça, c'est l'extérieur. Quand vous avez pris ces photos, c'était une belle journée. Oui, on a eu de la chance. Oui. Donc ça, c'était le bien immobilier où elle habitait. Et dans un autre immeuble, 3 petits appartements qui sont loués. Et vous avez donc en tout pour à peu près 1 500 000 € d'actifs. Je ne croyais pas. Je pensais que c'était une farce. Mais maintenant, ça commence à devenir une réalité. Et c'est une chose très, très intéressante. Ça peut paraître un peu extraordinaire, un généalogiste qui vient de France, en Italie, pour lui dire, voilà, vous héritez d'une lointaine parente, d'une lointaine cousine qui est décédée en France. On a un petit peu l'impression que c'était la dernière pièce du puzzle que l'on pose enfin, et désormais, ça y est, le puzzle prend tout son sens. Et le père est décédé à Lyon. Après un dossier comme ça, on se sent un peu fatigué, bizarrement. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie avec Benoît. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on finit le dossier, on est soulagé, mais fatigué. Maximiliano va toucher la somme de 400 000 €. La généalogie, c'est un combat permanent, c'est une bataille. Donc c'est vrai que c'est pas un métier simple, c'est pas un métier tranquille, facile. C'est pour ça que j'aime faire ce métier. En matière de succession, il arrive parfois que les biens laissés par les défunts laissent leurs héritiers interloqués. C'est le cas de Jean-Louis, qui a hérité d'Isabelle à Besançon. Un gâchis, quoi. Gâchis complet. Il arrive aussi que les généalogistes
se retrouvent à devoir gérer des biens embarrassants le temps de retrouver leurs héritiers. Allez, allez! C'est le cas de Damien au Mans. Elles sont rentrées. Bravo en tout cas. C'est bon? Bravo. Enfin, il arrive qu'une découverte de dernière minute Et c'est un coffre? Un coffre fort. remette en cause des mois de recherche à l'autre bout du monde, Ça sent le testament à plein nez. ainsi que la part qui aurait pu revenir aux généalogistes. C'est le cas pour Brice et Guillaume en région parisienne. Ça, c'est ce qu'on appelle la tuile. C'est le jeu de notre métier. Rendez-vous dans le prochain épisode de Chasseurs d'héritiers.